Bonsoir à tous, donc Jacques Convaux, je vais vous présenter tout ce que j'ai voulu introduire dans cette œuvre. Donc cette œuvre que j'ai appelée l'humanité, hasard et nécessité. Alors voilà, moi je suis un ingénieur de formation. Il y a 6 ans, j'ai basculé par erreur, on va dire, dans le monde de l'art. Et donc j'étais enfermé pendant des années, pendant 30 ans, dans une vision scientifique où tout devait s'expliquer par la science. Et d'ailleurs, pendant 30 ans, je n'aimais pas du tout l'art. C'était assez amusant. Et donc, moi, quelque chose qui m'agace de manière générale, c'est le manichéisme. Le fait de devoir choisir entre la gauche ou la droite. Le fait de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences dans ma vie de scientifique, ou ma vie de syndicaliste, ou ma vie d'artiste, ou ma vie personnelle, où je m'aperçois que les frontières entre le vrai et le faux sont bien larges. Bien large. Et donc justement, je voulais créer quelque chose, m'appuyant sur mon cursus scientifique pour vous montrer que le monde est bien plus complexe que les simplifications évidentes que veulent nous donner les médias et les politiques. Et je vais vous démontrer ça après. Alors, comment vous montrer la complexité du monde? Eh bien, c'est simple. J'ai une idée, ça passe à travers une seule question, c'est combien pèse une canette de Coca-Vide? Alors ça, c'est mon expérience à moi. Je vous invite à chacun à prendre une canette et à la boire tranquillement pendant que je parle. On va ensuite les mesurer ensemble. Vous allez les poser à côté de la sculpture et on va s'apercevoir de certaines choses. Canette de coca? Allez-y. Alors voilà, quand on se pose la question, combien pèse une canette de coca vide? D'emblée, on pourrait dire, il faut choisir. Est-ce que c'est 27 grammes? Est-ce que c'est 29? Est-ce que c'est 30? Bon voilà, moi au départ, quand j'ai commencé la photo, j'ai gardé toutes les canettes que j'ai consommées pendant 5 ans. Il se trouve que je voulais faire une photo style pub, bien décalée, etc. Mais au moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai arrêté. Et j'ai pris une balance de précision et j'ai mesuré toutes les canettes de soda vide que j'ai bu pendant mes 5 ans. 278 canettes. Et donc, je les ai pesées et je les ai classées. Toutes celles qui font 25, toutes celles qui font 26, toutes celles qui font 27, 28, 29, 30, 31 jusqu'à 32. Sur mes 50 consommations, une canette de coca vide pèse ici entre 25 grammes et 32 grammes. On est bien loin d'une réponse unique. Si par exemple, maintenant que je vois cette pyramide qui s'est constituée, donc juste par le fait de la peser et d'avoir consommé tout seul ces canettes, on peut s'apercevoir qu'il y a de multitudes de réponses possibles. Si par exemple, on voudrait fabriquer une machine qui recycle l'aluminium, eh bien pour ne pas se faire arnaquer, je vais prendre le poids le plus léger pour l'acheter au meilleur prix. Par contre, si je dois fabriquer un bras qui les soulève pour les placer sur un autre endroit, il faut que je prenne le poids le plus élevé pour éviter que la machine se casse. D'accord? Mais en même temps, peut-être qu'il faut choisir le poids de 26 grammes, parce que c'est la colonne la plus haute. Et si je voulais calculer la consommation électrique de cette machine, ça serait une moyenne par rapport à la surface. Toutes ces réponses sont différentes et répondent à la même question. Combien pèse une canette de coca vide? Alors maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde ces sculptures, ça ressemble à un être mathématique que les ingénieurs et les statisticiens connaissent bien. C'est une forme en cloche qui s'appelle la courbe de Gauss. Voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'on est tous libres de vider une canette comme on l'entend. Si on le fait suffisamment de fois, on va s'apercevoir que cet acte a priori libre s'englobe dans une loi mathématique. Alors les maths, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais imaginez qu'on lance 1000 fois un dé, puis encore 1000 fois, puis encore 1000 fois, 6 fois. On devrait avoir 1000 fois le nombre 1, 1000 fois le nombre 2, 1000 fois le nombre 3. Vous voyez où je veux en venir? Il y a des phénomènes où on devrait avoir toujours la même quantité. Et bien là, devant l'aléatoire, notre comportement de hasard semble encapsulé dans une loi mathématique. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'industrie. Parce que notamment, une fois qu'on connaît cette forme, on peut calculer la probabilité d'avoir une canette à 30, d'avoir une canette à 32, etc. Alors qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est pas toujours le même poids? Eh bien c'est simple, quand on la vide, il reste un peu de coca, quand ça sèche et l'eau s'évapore, il reste le sucre qui est collé. Mais aussi, on peut aussi remarquer qu'il y a des pointes dans cette forme-là.
C'est parce qu'en 5 ans, les ingénieurs de coca ont changé 5 fois la matière et la forme des canettes. Donc il y a toujours une perpétuelle avancée. Donc tout ça pour vous dire quoi? Je vous dis que ça ressemble à une cloche, mais ce n'en est pas exactement. Et si j'étudie, je peux sortir toutes les canettes de la même forme, du même design, et on peut s'apercevoir qu'en fait c'est 5 cloches qui s'additionnent. Donc là où je veux en venir, c'est que devant une sculpture qui semble sculptée par les maths, par le simple fait de les peser, je vais dire au passage, ceux qui ont déjà fini leur canette doivent la peser et ensuite la positionner sur le bord de la planche à l'endroit où correspond son poids. Et on va pouvoir vérifier ensemble que vous tous, vous avez un comportement a priori libre, mais qui s'encapsule dans une loi mathématique. Sommes-nous libres? Pour autant, je me suis aperçu que les sciences qui ont dicté toute ma vie, jusqu'à 30 ans, c'était vraiment une aberration. Parce que je pensais que la science avait avancé, avait fait reculer certains mythes de la religion, mais en même temps, la croyance que la science finit par tout expliquer est une fondamentale erreur. La science n'a jamais prouvé que Dieu n'existe pas. Et donc du coup, je me suis aperçu que j'avais considéré la science comme une religion, une croyance. Et aujourd'hui, j'en suis sorti. Et je suis agnostique. Je ne suis pas encore religieux, mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Là où je veux en venir sur les médias et les politiques, c'est que si on imagine maintenant que cette canette qui représente une population, donc par exemple là c'est les canettes, qui sont en priori toutes identiques comme nous tous ici. Mais par exemple quand on regarde un journal aux 20h et qu'ils s'interrogent un ch'ti, pourquoi c'est toujours un ch'ti avec de l'accent? Vous savez tous que parmi nous, il n'y en a pas beaucoup qui ont un accent joué par Danny Boone. Mais les journalistes, ils arrivent toujours à trouver le bon nordiste, hein, parce qu'en fait, ils vont trouver des cas rares. Ils vont interroger des gens jusqu'à trouver des cas rares, qui sont des gens avec un fort accent ch'ti. Et ils vont mettre ça en avant. D'accord? Les médias, pour essayer de nous effrayer, pour essayer de nous surprendre, ne vont communiquer uniquement que sur les événements peu probables, ceux qui se remarquent. En fait, ils mettent en avant les choses peu probables, que ce soit les choses plus grosses ou les choses plus légères, pour impressionner la masse moyenne qui, elle, est plongée dans sa connaissance. Imaginons que ces canettes, ce soient des individus. Eh bien, par exemple, on aurait les gens qui sont pauvres ici, la classe moyenne prépondérante, les classes aisées, les millionnaires et quelques milliardaires. Et comment on regarde en Occident? Par exemple, on lit de gauche à droite. On veut tous aller vers un niveau plus aisé financièrement. Et comment on voit le monde, par exemple, quand on est à cette position-là? On le voit très différemment de la personne qui est là. De même qu'on la voit très différemment qu'ici. Et c'est la notion de point de vue. Le fait que vous regardiez cette sculpture par sa tranche, par cette position-là, avec un recul de scientifique pour voir globalement comment l'humanité s'articule, on ne va pas aboutir aux mêmes conclusions. J'étais délégué syndical, je suis venu d'un milieu modeste. Quand je suis rentré dans l'entreprise avec un diplôme d'ingénieur, j'étais très content de mon salaire. Parce que venant d'un milieu modeste, et avoir tous ces ingénieurs qui se plaignaient de leur salaire, j'ai voulu comprendre. Et du coup, je suis rentré dans une carrière de syndicaliste pour étudier les sources d'insatisfaction. Et en fait, voilà, c'est des gens qui sont là, les ingénieurs, et ils continuent de regarder que par là, sans se soucier de ce qu'il y a derrière. Ils n'ont que pour l'objectif que d'aller toujours plus loin. N'est riche que la personne plus riche que soi, dès le départ et jusqu'au millionnaire qui regarde le milliardaire avec attention. Et d'ailleurs, en regardant comme ça la position du milliardaire, il n'y a plus rien après lui. Et c'est peut-être que comme ça, des multimilliardaires comme Bill Gates se retournent, il n'y a plus rien à voir devant eux, plus rien à aller. Ils se retournent et ils voient qu'ils sont dans un autre monde et ils deviennent philanthropes. Ils filent la moitié de leur fortune à des œuvres humanitaires. Alors maintenant, par rapport aux politiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le fait global et il y a les anomalies qui sont toutefois prévisibles par cette loi mathématique. Et bien les journalistes et les politiques vont jouer de ça. Par exemple, la mauvaise foi. La mauvaise foi. Si on prend la proposition « fumer réduit l'espérance de vie », il y aura toujours quelqu'un pour dire « je connais quelqu'un qui a fumé des milliers de paquets de cigarettes et qui est mort très vieux ». Il a raison, il connaît cette personne. Ce qui ne fait pas mentir la vérité statistique que fumer réduit l'espérance de vie.
Et donc pour moi, ce qui est très important à travers ça, c'est de comprendre qu'un contre-exemple ne tue pas la vérité statistique. C'est très scientifique tout ce que je veux dire là. Mais pourquoi on est là dans une foire d'art à parler de ça? C'est qu'un scientifique, il regarde ça sur son ordinateur, il dit voilà c'est une loi normale, etc., de telle variance, etc. Moi j'ai décidé d'en faire une sculpture, de vous montrer que le hasard semble encadré par des mathématiques et comment lire cette sculpture à travers une métaphore transdisciplinaire sur la population. Et du coup, quand on est dans des débats politiques, chacun, pour essayer d'emmener la majorité de son côté, vont choisir scrupuleusement des contre-exemples du côté gauche ou du côté droit. Peut-être que les gens du parti politique de gauche regardent le monde vers la gauche et se soucient des classes moins aisées. Peut-être que les partis politiques de droite regardent le monde vers l'avant. Alors beaucoup de médias essayent de mettre en exergue le fait que ces gens-là, c'est très déplacé d'acheter des yachts pendant d'autres meurent de faim. En même temps, si le monde est encapsulé dans un être mathématique, si jamais on écoutait ces chantres et qu'on tuait tous les milliardaires et millionnaires, il est fort probable que cet être mathématique déplace l'ensemble de la sculpture pour se reconstituer suivant un phénomène statistique. Là, il y en a qui ont bu leur canette, je vous invite à la peser et ensuite à les placer pour vérifier ensemble que dans vos actes individuels, on peut s'encapsuler dans une loi statistique. Et donc, ça mène à la question, sommes-nous libres? Voilà. La science, c'est pas parce qu'elle semble modéliser les choses que pour autant, c'est vraiment la nature des choses. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez y aller.